Suite, merci d'être avec nous. Le petit déjeuner politique ce matin, c'est Jean-Baptiste Moreau, député La République En Marche de la Creuse et porte-parole d'En Marche. Ah oui, bonjour Jean-Baptiste Moreau. Bonjour. Vous êtes un élu de terrain, député et à la tête d'une ferme dans la Creuse, loin des énarques, et capable de dialoguer aussi avec Emmanuel Macron. Alors le président, justement, qui a tenu une réunion hier soir sur une réouverture progressive, vous qui êtes un proche du président de la République, est-ce qu'il a toujours en tête de rouvrir au 15 mai, quoi qu'il en coûte ? Coûte que coûte plutôt. Quoi qu'il en coûte, c'est pas ce qu'il a dit exactement. Ouais. Il a dit que la réouverture serait progressive. Et bien sûr que lui voudrait rouvrir tout de suite, comme tout le monde. Je pense qu'il en a autant marre que nous de la situation et que s'il pouvait, il rouvrirait tout immédiatement. Le problème, c'est qu'il faut tenir compte de l'évolution de l'épidémie et de la vaccination. Aujourd'hui, ça va s'ouvrir progressivement, on l'a dit. Donc les musées, peut-être les cinémas aussi, les restaurants, les terrasses dans un deuxième temps. Voilà, le protocole va être établi en fonction de ce que les scientifiques vont dire et en fonction de l'évolution de l'épidémie. Parce qu'on ne peut pas prendre de risques avec la santé des Français maintenant, alors qu'on touche au but et qu'on est prêt aujourd'hui de la fin de cette épidémie avec d'une part la vaccination et d'autre part la diminution. Et il faut saluer tout ce qu'ont subi les Français depuis un an avec les confinements multiples et répétés, les fermetures des restaurants, des lieux de culture. Ça a été très très compliqué. Donc ça serait dommage, en touchant au but, de tout gâcher par une sortie trop précoce. Alors elle n'est pas trop précoce parce que c'est peut-être le mauvais terme, parce que je pense que tout le monde veut en finir, chacun veut retrouver sa vie d'avant, mais voilà, on est à quelques mois ou à quelques semaines de la fin de cette épidémie, ou du moins du contrôle, la reprise de contrôle de cette épidémie. C'est pas le moment de tout lâcher. Et la vaccination, est-ce qu'il faudrait l'étendre à tous les volontaires ? Mais le problème, si on avait suffisamment de vaccins, oui, il faut l'étendre à tous ceux qui veulent. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'en a pas encore suffisamment. C'est ça. Dans votre département, par exemple, dans la Creuse, moi, j'ai la chance d'avoir. Enfin, j'ai la chance. Je sais pas si c'est une chance, mais j'ai un des taux de vaccination le plus élevé. J'ai plus de 24% des Creusois qui ont reçu une première vaccination. Ah ouais, c'est énorme. Oui, mais on a une population parmi les plus âgées de France, donc la population cible est plus importante chez nous que dans d'autres départements. On est Il y avait eu beaucoup de victimes chez vous ? Non, ça a été assez contrôlé globalement, mais hélas, on a une situation où on a de la distanciation sociale, assez naturelle, puisqu'on est assez peu peuplé. Mais d'ailleurs, comment s'est perçu les mesures de confinement parce que 10 km à la ronde, les déplacements limités, ça peut avoir du sens dans les villes pour éviter évidemment que les gens ne se contaminent trop, mais dans la Creuse, si vous voulez aller acheter votre pain, faire des courses, vous êtes obligé de faire plus de 10 km. Ça n'a pas de sens. C'est excessivement compliqué. Puis au début de ce confinement-là, ça a été compliqué parce qu'on était très très bas, nous, au niveau du taux d'incidence. On était à 50 ou autour de 50, donc c'était très compliqué de faire comprendre aux Creusois pourquoi on les reconfinait alors que l'épidémie était très peu là. Oui, sauf qu'aujourd'hui, elle a flambé et qu'on est revenu au niveau quasiment de la moyenne nationale. Donc, y compris chez vous. Oui, mais oui, personne n'est à l'abri. C'est ça le problème avec ce virus, c'est que personne n'est à l'abri et la situation peut empirer ou s'améliorer très très rapidement. Donc il faut être très vigilant là-dessus. Aujourd'hui, c'est vrai que 10 km chez nous, c'est compliqué. Enfin, je vais pas vous dire que c'est simple, mais on arrive quand même, malgré tout, à avoir des dérogations. On a de la souplesse des forces de l'ordre là-dessus. Évidemment, nous, souvent, il faut faire plus 20 ou 25 km pour aller faire ses courses. Donc le 10 km, ça passe pas. Mais dans les attestations et dans l'interprétation des décrets par les forces de l'ordre et par notre préfète, on a globalement de la souplesse qui est... Jean-Baptiste Moreau, vous êtes porte-parole de La République En Marche, vous êtes agriculteur, je disais. Il y a cette loi climat et résilience actuellement en discussion. Il y a le volet, là, en ce moment aussi, se nourrir, bien sûr, qui concerne l'alimentation. Oui, c'est ça. Est-ce que agriculture et écologie réussiront à faire bon ménage ? Parce que c'est difficile. Vous ne faites pas forcément bon ménage avec Barbara Pompili. Moi, l'écologie politique, j'ai toujours eu du mal avec. Je vous le cache pas. Et bon, vous connaissez mon franc-parler depuis que je suis député. J'ai pas l'habitude de faire de la langue de bois. Donc, effectivement, moi, j'ai du mal avec l'écologie dogmatique quand elle veut imposer sa façon de voir à tout le monde de façon uniforme sur tout le territoire et quoi qu'il se passe. Les agriculteurs, aujourd'hui, c'est les premiers confrontés au changement climatique. Moi, j'ai connu en 15 ans d'installation 7 ans de sécheresse, plus que mon père en 40 ans de métier et d'agriculteur. Donc le changement climatique, il est là et on doit y faire face et on doit changer nos modes d'exploitation pour y faire face. Ça, c'est pas le souci. Mais de là à se faire imposer un certain nombre de choses et expliquer que tout serait de la faute des agriculteurs, parce que c'est souvent le discours qu'on entend, c'est que le changement climatique, on demande toujours plus d'efforts aux agriculteurs, à 400 000 agriculteurs. Je comprends bien que c'est beaucoup plus facile d'imposer des nouvelles normes, des nouvelles façons de travailler à 400 000 agriculteurs que d'expliquer que le changement climatique, c'est causé
imposée par le mode de vie de 67 millions de Français, enfin, et de la population mondiale dans son entier. Donc on est toujours plus rapide à poser des contraintes sur nos agriculteurs qu'à expliquer qu'il faut qu'on modifie tous, et moi aussi, notre mode de vie pour essayer de lutter contre le changement climatique. Mais ça, est-ce que vous réussissez à convaincre les autres députés de La République En Marche pour s'opposer, par exemple, au texte du gouvernement? Mais oui, on arrive à discuter. Oui. Non, mais à s'opposer au gouvernement, c'est pas le but de s'opposer au gouvernement, c'est le but de faire prendre conscience des réalités de terrain. Oui. Les agriculteurs, je le dis souvent, sont les premiers écologistes de France. C'est aujourd'hui eux qui ont le plus à cœur de respecter l'environnement. Ils vivent avec la nature et ils savent que quand on est ingrat avec la nature, elle est ingrat envers vous derrière. Donc il ne s'agit pas aujourd'hui d'être schématique et dogmatique et d'expliquer que tout est bien et que l'agriculture ne doit pas se renouveler. Bien sûr qu'elle doit opérer des changements. D'ailleurs, elle l'a toujours fait depuis la nuit des temps. Donc elle va s'adapter, il n'y a pas de souci. Nous, ce qu'on veut expliquer, enfin moi, ce que j'essaye d'expliquer quand je suis ici, c'est qu'il faut laisser d'abord le pas de temps et qu'il faut faire avec les agriculteurs et pas contre eux. Oui, bon. Et alors, il y a quelque chose qui agite beaucoup aussi dans les campagnes et qui concerne aussi tout le monde, c'est la viande. Et alors, il y a des expériences de menus végétariens dans les cantines scolaires, de plus en plus. Il y a là, dans la PAC, il va y avoir des attributions en fonction aussi avec une priorité donnée aux protéines végétales. Qu'est-ce que ça veut dire à terme, que la France ne veut plus de viande? Non, mais c'est surtout pas ça. Et c'est ce discours-là que je combat fermement, moi. Le repas végétarien, c'était dans la loi Egalim, l'expérimentation. J'étais rapporteur de cette loi. Moi, je m'y étais opposé déjà, parce que j'estime que c'est pas à l'État d'envoyer ce type de message. Que des gens soient végétariens et qui veulent manger végétarien, c'est leur droit. J'ai rien à en dire. C'est un choix. Et à ce titre, je le respecte comme tout choix que les Françaises et les Français ont le droit de faire. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus. Le problème, c'est que je pense que le signal qu'on envoie quand on vote une loi comme celle-là par l'État, par les députés, puis promouvoir par l'État le fait de manger végétarien, c'est-à-dire d'expliquer que manger de la viande, d'un, ça serait pas bon pour la santé, de deux, ça serait pas bon pour l'environnement, je le conteste sur les 2 points. C'est-à-dire que, d'un, sur la santé, aujourd'hui, on est en dessous, au niveau de la consommation de viande en France, des préconisations de l'OMS. C'est pas le cas dans tous les pays, mais en France, c'est le cas. On n'est pas au taquet des normes de l'OMS, notamment chez les jeunes et les adolescents. On est même largement en dessous. Et puis, de deux, ça serait mauvais pour l'environnement. Les modes d'élevage tels qu'ils sont pratiqués en France aujourd'hui ont beaucoup plus d'externalités positives que négatives par rapport à l'environnement. Elles sont bienfaitrices de l'environnement. Nos vaches dans les prés du Cantal ou de la Creuse, elles ne polluent pas. Les prairies sont des puits à carbone qui permettent d'absorber le carbone de l'air. Beaucoup mieux que la plupart aujourd'hui des autres cultures ou même que des forêts. Donc là-dessus, je m'élève en faux contre ces assertions que manger de la viande, ce serait mal. Et c'est ça qu'on envoie comme message quand on parle du repas végétarien. C'est ça qui me pose un problème, parce que moi, je suis convaincu. Parce que les feedlots nord-américains qui, eux, effectivement, ont des vrais impacts négatifs sur l'environnement, ils bougent pas une oreille quand la France décide d'imposer du repas végétarien. Ils s'en foutent. Ils ont des marchés sur la Chine, ils ont des marchés bien ailleurs. Par contre, nos agriculteurs français et nos éleveurs français, ils vont finir par disparaître. Et je suis pas sûr qu'en faisant disparaître l'élevage en France, on améliore significativement l'environnement. Je suis même sûr qu'on va le détériorer. Est-ce que d'ailleurs, puisque l'agriculture est quand même assez menacée, alors il y a eu la catastrophe à cause du gel là, également ces derniers jours, l'un de vos collègues de La République En Marche a déposé une proposition de loi qui vise à protéger leur rémunération. Comment est-ce que c'est possible? Vous y êtes favorable, ça? Oui, c'est Grégory Besson-Moreau, on a travaillé ensemble d'ailleurs. C'est les suites de la loi Egalim, c'est justement pour essayer de faire en sorte d'améliorer le revenu des agriculteurs, parce qu'aujourd'hui on peut leur demander des transitions, sauf que pour faire des transitions, il y a besoin d'investissement, il faut investir dans du nouveau matériel, dans des nouvelles techniques pour justement mieux utiliser moins de produits phytosanitaires, moins d'engrais, et pour ça, il faut de l'argent, il faut qu'ils aient les moyens d'investir. Alors comment ça pourrait voir le jour? Dans les négociations commerciales, il va y avoir un certain nombre de choses qui vont être imposées en plus à la grande distribution et aux industries agroalimentaires, d'avoir un respect du prix des matières premières agricoles, d'avoir une vraie transparence des marges, parce que les agriculteurs, ils n'ont pas de souci pour être transparents sur leurs marges, elles sont bien souvent négatives. Par contre, tous les autres maillons de la filière, eux, ne souhaitent pas communiquer sur leurs marges. Donc il faut que le consommateur soit informé sur qui gagne quoi quand il achète. Ce serait dans les négociations, mais ce ne serait pas une forme de revenu minimum universel. Non, par mais exemple, je ne pense pas que les agriculteurs. Pourquoi pas? Parce que les agriculteurs demandent à vivre de leur métier, ils ne demandent pas à vivre des aides. Ils demandent à vivre de leur métier, ils demandent à vivre de leur travail et du fruit de leur travail et de la vente des produits de qualité qu'ils mettent à la disposition
du consommateur aujourd'hui, l'agriculture française est une des plus durables au monde. De nombreux magazines et scientifiques le reconnaissent. Et donc, ce qu'ils veulent, c'est gagner leur vie dignement. C'est pas avoir des aides ou des subsides. Ouais, dernière question avec Jean-Baptiste Moreau, avec Cécile. Oui, avec l'amendement sur le port du voile pour les jeunes fillettes avait été, que vous portiez aussi avec Aurore Berger, avait été retoqué par l'Assemblée nationale et voté au Sénat. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, les sénateurs sont plus courageux que les parlementaires, en tout cas que les députés? Non, je dirais pas ça. Moi, je change pas de conviction. Donc, je suis toujours convaincu que cet amendement était important et qu'il va falloir aller dans cette direction-là sans stigmatiser. Mais les sénateurs ont poussé le bouchon très très loin sur un certain nombre de mesures où ils stigmatisent pour le coup réellement nos compatriotes de religion musulmane. Donc je suis pas d'accord du tout sur l'ensemble de ce qui a été voté au Sénat. Sur le voilement des fillettes, je change pas d'avis. Je pense que aujourd'hui le voilement sur des fillettes, c'est un symbole promu par les islamistes et par les intégristes religieux et que ça n'a rien à voir et que ça a très peu à voir. Oui, c'est une contrainte. Donc vous allez appeler vos collègues à le voter. Non, mais de toute façon, le texte va revenir parce que il y aura pas parce qu'il y a des commissions mixtes paritaires entre l'Assemblée et le Sénat, elle ne sera pas conclusive, c'est pas possible vu le Sénat, il a poussé les curseurs beaucoup trop loin et il stigmatise, il attise une haine malsaine, donc il est hors de question de le voter en état. Mais moi sur le voilement des fillettes, je change pas d'avis, on n'a pas à imposer, et d'ailleurs le président du CFCM en audition à l'Assemblée nationale l'avait lui-même dit, il avait dit que ça avait tout à voir avec l'endoctrinement et très peu à voir avec la religion de fait. Le voilement des fillettes, c'est nulle part dans le Coran, donc là-dessus il faut être très très clair et moi là-dessus je remettrai on va dire avec Aurore Berger, on continuera à se battre sur cette thématique parce que c'est un souci. On n'a pas endoctriné des enfants dans une vision de l'islam où la soumission de la femme à l'homme est totale. Donc ça je m'élève en faux et donc je continuerai à soutenir ça, mais par contre on détricotera une partie des mesures du Sénat qui ne sont pas admissibles. Merci Jean-Baptiste Moreau, député de La République En Marche de la Creuse et porte-parole d'En Marche. Merci d'avoir été notre invité ce matin sur Sud Radio. Dans un instant, le journal de